Allez, bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est Monde des Arts et l'émission, elle porte bien son nom ce soir, vous allez comprendre. La récente polémique autour du projet muséal de Philippe Geluck, soutenu par la région, a fait ressortir ce qu'on appelle un monstre du Loch Ness, une expression. On l'avait presque oublié d'ailleurs, celui des collections d'art moderne reléguées depuis 10 ans dans les réserves, et non les caves, ils n'aiment pas l'expression, dans les réserves des musées royaux des Beaux-Arts, rue de la Régence. La ville s'en est mêlée, la région aussi a proposé de les héberger entre autres à Canal. Mais problème, ces collections, elles appartiennent au fédéral. Le dossier a été bloqué politiquement et depuis, il n'a plus vraiment bougé d'un pouce. Alors, quel avenir pour ces œuvres majeures, tout de même de l'histoire de la peinture, et pour l'instant invisible? Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui une ouverture, peut-être, de la part du fédéral? On va le voir. Le musée Canal est-il toujours prêt à accueillir ces œuvres, à défaut de construire un nouveau musée? Enfin voilà, quel est le rôle aussi de la région bruxelloise? Peut-elle encore avoir un rôle justement dans cette affaire? On va en parler ce soir avec nos invités. Dominique Vautier, tout d'abord. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art. Vous travaillez dans une ASBL, Patrimoine Artistique. En 2 mots, c'est quoi? Alors, c'est une association qui a été créée en 1979 et qui vit toujours et qui est très active. Donc, on a toute une équipe qui reprend actuellement les rênes. Et nous sommes un petit nombre d'historiens de l'art. Nous sommes 7. Et depuis cette époque, nous organisons des expositions dans différents lieux. D'accord. Et nous publions des ouvrages sur des sujets méconnus de l'art belge. D'accord. Dont l'art moderne, j'imagine. En face de vous, Thomas Dermine. Bonsoir Thomas Dermine. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques, mais surtout, et c'est pour ça que vous êtes ici, chargé de la politique scientifique, c'est ça qui nous intéresse. Vous êtes au gouvernement depuis peu, en fait? Depuis octobre 2020. Oui. Et vous avez déjà des gros dossiers sur la table, j'imagine, dans celui-ci. Mais écoutez, effectivement, la relance en sortie de coronavirus occupe une partie importante de mon agenda, mais il y a aussi des sujets passionnants en matière de politique scientifique, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je travaille, notamment avec Michel Draguet, qu'on aura l'occasion de présenter. Ouais, Michel Draguet qui est en face de vous. Bonsoir Michel, vous Bonsoir. êtes le directeur général des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Tout va bien? Les musées sont ouverts, il faut peut-être le rappeler, parce qu'on a, on a parfois tendance à l'oublier. Beaucoup de personnes sont plus au fait de ce qui se passe en France qu'en Belgique, et donc beaucoup de personnes pensent que les musées en Belgique sont fermés. Il faut rappeler qu'ils sont ouverts. Alors qu'ils sont ouverts depuis la fin novembre de l'an dernier, et que le public commence petit à petit à revenir vers les musées, ce qui est une bonne chose. Avec peu de touristes quand même, non? Avec pas trop de touristes, effectivement, mais c'est aussi très intéressant de retravailler avec un public qui est le premier public d'une institution, c'est-à-dire les gens qui vivent sur place. En face de vous, Yves Goldstein. Bonsoir Yves. Bonsoir David. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la Fondation Canal. Vous connaissez bien les arcanes de la région. Vous êtes ancien chef de cabinet de Rudy Vervoort également. Vous avez été chef de cabinet... Il paraît. Vous avez été chef de cabinet de Loreton Collings, mais ça c'était dans une autre vie peut-être. Et c'était au fédéral, donc vous connaissez un petit peu toutes les couches aussi de notre pays. Alors, avant de parler des collections d'art moderne, on va évacuer tout de suite la question Geluck avec son projet Chat Cartoon Museum. Pour ou contre le musée du chat sur le Mont des Arts, je sais pas. Thomas Dermine. Écoutez, moi j'ai beaucoup d'humilité quand il s'agit d'évaluer la qualité artistique d'un projet au vu de mes compétences qui sont assez limitées en la matière. Je trouve que c'est un projet qui est intéressant. Parce qu'il y a un effet de pooling sur le Mont des Arts, et qu'en matière d'attraction muséale, 1 + 1 n'est pas égal à 2, et donc il y a un effet de concentration qui est important, parce que ça va permettre de drainer un flux supplémentaire qui ira potentiellement voir une exposition près du Sablon, qui ira au musée des Beaux-Arts, et donc c'est un projet qui est intéressant, en plus que d'un point de vue patrimonial, il est sur un bâtiment qui en fait est quasiment à l'abandon depuis 40 ans, et donc en fait dans la rénovation urbaine du quartier, je trouve que c'est un projet qui a aussi beaucoup de sens. Michel Draguet, ce musée a sa place juste à côté du musée Magritte d'ailleurs? Tout à fait. Alors, dire qu'il a sa place à côté du musée Magritte ne veut pas dire Geluck égale Magritte. On lui a fait souvent le reproche. Oui, ça a été entendu. Oui, et c'est vrai que, comme disait Francis Blanche, les paroles s'envolent, les aigris restent. Et il y a beaucoup d'aigreur dans ce qui est tourné contre Philippe Geluck. Moi, je trouve que, contrairement à ce que certains peuvent penser, le dessin de presse a sa place dans un musée. Parce que c'est le chat et des dessins de presse. Et le dessin de presse, ce n'est pas un musée monographique organisé de la sorte. Et c'est un avis qui est aussi donné, que ce soit par Thomas Dermine et moi-même, par des personnes qui ne sommes, contrairement à ce que un débat simplifié pourrait donner à penser, ne sommes pas impliqués dans la chose. La région trouve une affectation et trouve quand même quelqu'un qui participe largement au financement. Ce bâtiment n'était pas adapté
ni pour le Palais des Beaux-Arts, ni pour le Musée des Beaux-Arts, et nous n'avions pas les moyens de le rénover non plus. Il n'est pas très grand. Il n'est pas grand du tout, donc ça ne s'y prêtait pas. Et donc je trouve que l'affectation est quelque chose de très positif et qui va drainer un certain nombre de visiteurs. Yves Rouillet, c'est un autre, on le connaît aussi. On le salue au passage. Yves Goldstein, c'est positif ce musée pour vous ou pas ? Je pense que tout musée qui ouvre à Bruxelles, c'est positif, de manière générale. Je pense que Bruxelles est une ville qui est un écosystème artistique, culturel incroyable, que toute institution, tout centre d'art, tout lieu qui fait vivre la culture est une bonne chose même pour la capitale. Même à cet endroit-là ? Le Mont des Arts est un des lieux de concentration d'énormément déjà d'institutions culturelles. Et comme le secrétaire d'État l'a dit, 1 plus 1 n'est pas égal à 2 dans cette matière-là. Donc oui, tout ce qui profite à l'attractivité du Mont des Arts, dans un bâtiment, ça a déjà été dit, qui effectivement n'a pas trouvé d'affectation depuis 40 ans, malgré tous les appels à projets que la région a déjà pu faire. C'est plutôt une bonne chose. Vous avez suivi ce dossier, j'imagine, quand vous étiez à la région. Dominique Vauthier, il faut sacraliser cet endroit ou pas ? Tout cet enthousiasme, comment m'opposer ? Mais moi, par exemple, s'il s'appelait le musée de l'humour, du dessin d'humour, je trouverais ça plus adapté déjà. Pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi le chat occuperait toute la place. C'est le Chat Cartoons Museum, hein ? Oui, mais donc on peut peut-être le glisser derrière. Enfin, il n'est peut-être pas indispensable de le mettre devant. Quant au projet architectural, peut-être qu'il faut un peu le revoir aussi au niveau du bâtiment lui-même. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est... Oui. Terminez votre phrase comme ça. Mais il y a une partie du bâtiment comme ça qui est très visible depuis le Parc Royal, depuis la place des Palais. Et je me demande si la façade du bâtiment des années 30 est vraiment un bâtiment à intégrer entre la place Royale et le nouveau bâtiment des Bullings. Est-ce que tout ça est vraiment très harmonieux ? Je ne suis pas tout à fait sûre. D'accord, une réserve sur l'harmonie des bâtiments. Vous vouliez intervenir, Thomas Darry ? Non, je pense que la critique de Madame est tout à fait valide et on a chacun une appréciation subjective de la nature esthétique de certains bâtiments ou pas. Moi, ce qui est intéressant, je trouve, d'un point de vue politique, c'est que les procédures administratives aient été respectées, et notamment que l'architecture du bâtiment a été décidée dans le cadre d'un concours international qui a fait appel à différents bureaux avec des experts qui ont évalué la nature des différents projets. Et donc, effectivement, on peut toujours critiquer un projet, etc. Mais ici, dans ce cadre-là, il y a une procédure ouverte avec un concours d'architecture qui a décidé du design. Et donc, c'est la liberté de chacun de pouvoir juger la nature esthétique ou pas d'un bâtiment. Mais c'est le résultat d'un processus. Avec les concours, tout à coup, il y a un concours qui se lance et on nomme un gagnant. De toute manière. Et puis, personne n'est au courant et on nous dit voilà le gagnant. On dit ah bon, tiens, c'est étonnant. Moi, j'ai pas vu les autres projets. Bon, enfin, mon intervention aussi, c'était sur le fait qu'un musée du dessin et d'humour, pourquoi pas, mais pourquoi mettre le chat en toute première place ? Je freine un petit peu, quoi. On va avancer parce que en fait, ce que se soulève cette polémique autour du musée du chat, c'est les collections d'art moderne. Finalement, c'est une bonne chose parce qu'enfin, on en parle. On les avait un petit peu oubliés. Je parle d'un monstre du Loch Ness, mais c'est ça, non, Dominique Vauthier ? Oui, c'est ça. On a tellement d'œuvres d'art qui sont dans des réserves depuis 10 ans et plus. Il faut trouver 2011. Une solution. Et cette solution, ça sera pas... Enfin, il faut une solution pour le musée d'art moderne et il faut aussi pour l'art actuel. Et je ne crois pas que tout va pouvoir être hébergé au même endroit. L'art actuel, l'art contemporain. Il y a tellement d'artistes qui vivent à Bruxelles, qui vivent en Belgique, qui sont des contemporains, qui font des choses... On a Canal pour ça quand même, non ? Je ne sais pas si Canal va pouvoir tout régler toutes les... Canal ne va pas régler tous les problèmes de l'écosystème artistique bruxellois et tant mieux, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la multiplicité des acteurs fait aussi la richesse de cette ville qu'est Bruxelles, et justement la vitalité de ce qu'est Bruxelles passe par la démultiplication de lieux. Alors Canal, effectivement, c'est un lieu important, puisque en termes de taille, il sera peut-être important pour l'histoire de l'art, ça, l'histoire le dira, mais en tout cas en termes de taille, puisque nous envahissons l'ancien garage Citroën qui fait plus de 40 000 mètres carrés. C'est vrai que nous avons décidé à Canal, à la demande de la région, de créer notre propre collection, qui sera une collection contemporaine, puisque nous avons décidé, avec le comité d'acquisition qui est indépendant de la Fondation,
composée de personnes extérieures, d'acquérir que des œuvres du XXIe siècle. Donc c'est vrai qu'ils vont faire la part belle à cette création contemporaine, principalement bruxelloise, mais belge, voire aussi internationale, dans les collections. Mais c'est vrai que l'espace que nous aurons, à savoir ces 40 000 m², dont 12 500 m² d'espace d'exposition sensu stricto, peuvent participer ou co-participer à la question de montrer ce patrimoine qui appartient à tous les Belges, aujourd'hui dans des réserves, à Canal et ou ailleurs, évidemment. Mais Canal, on l'a toujours dit depuis le début... Donc Canal serait prêt à accueillir les œuvres qui sont dans les réserves. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a créé un bâtiment qui est aux conditions de pouvoir le faire. C'est possible, il y a de la place. Et par un concours d'architecture avec 92 candidatures, 7 finalistes et une exposition des 7 projets, qui ont permis à chacun de faire son idée sur le choix qui a été fait des architectes retenus pour ce projet. Une des conditions données aux architectes, c'était de pouvoir créer, puisque le garage, lui, n'est pas du tout acclimaté, évidemment, pour pouvoir accueillir des œuvres d'art, en tout cas la peinture en particulier, même si on sait qu'aujourd'hui la création contemporaine s'acclimate beaucoup plus facilement dans des espaces moins contraints. Mais là, on parle des œuvres d'art moderne. Mais donc pour les œuvres d'art moderne et la peinture en particulier, les espaces, et entre autres les nouveaux bâtiments que les architectes ont prévus dans le garage, seront totalement aux normes pour accueillir tout type de peinture moderne, contemporaine, mais ça, c'est un travail de collaboration qui doit être fait entre toutes les parties prenantes. On va en parler, parce que ça a tout de même bloqué cette affaire, Michel Draguet, depuis le lancement en 2011, je crois, du musée Fin de siècle, le musée Magritte, etc. Voilà, c'était provisoire au début, la fermeture du musée d'art moderne. Il y a eu plein de pistes, les magasins Van der Borg, on a parlé de la bourse aussi à un moment donné, la ville de Bruxelles d'ailleurs s'en est mêlée, et de fil en aiguille, on est resté sur un blocage politique, on va en parler, face à Canal, parce que c'était un petit peu le rêve aussi de la région, de faire une espèce de Guggenheim régional. C'est une déception ça pour vous ? Oui, évidemment, on n'est pas pendant 16 ans à la tête d'une institution pour 6 ans après avoir créé en 2009 le musée Magritte, en ouvrant en 2011 le musée Fin de siècle, et en ayant le projet, parce que les accords étaient signés avec la ville de Bruxelles d'ouvrir en 2014 dans les magasins Van der Borg. Donc c'était signé ça ? C'était signé entre le gouvernement et la ville de Bruxelles. Et puis entre-temps, il y a eu des élections, on a changé de régime politique. On a changé aussi de style politique, parce que je pense que ça intéressera un jour les anthropologues de voir ce que ça a pu représenter. Et d'emblée, quelqu'un qui, sans même avoir rencontré la secrétaire d'État de l'époque, qui, sans même avoir rencontré les acteurs du terrain... Ouais. Comment ? La secrétaire d'État de l'époque, c'était Elke Sleurs ? Voilà. NVA, oui. Cité quand même. J'avais du mal à tomber sur le nom. D'accord. Non, mais je plaisante. Oui, mais sans même rencontrer les acteurs de terrain, annoncer à la télévision que c'était fini, le Fin de siècle, on le décrochait, ou qu'on pouvait décrocher le 19e et le 20e l'un au-dessus de l'autre, et on arrêtait ce projet. Alors c'est vrai qu'on s'est retrouvé là dans une impasse. Dans laquelle on est toujours, quand même, reconnaissez-le. Oui, on est toujours dans une situation d'impasse. Et entre les deux, on s'est rigoureusement appauvri parce qu'on a été soumis à une politique de coupe budgétaire qui a été violente et qui a rendu l'ensemble des établissements scientifiques plus ou moins exsangues, mais particulièrement le musée des Beaux-Arts, puisque nous, une grande partie de nos moyens venaient des recettes propres. Et à la sortie de la crise du Covid, on a un secrétaire d'État qui est aussi en charge de la relance. On se retrouve dans une situation où effectivement on a des collections, mais on n'a plus les outils pour le mettre en place. Mais ce n'est pas une simple réflexion où on joue comme ça non plus avec des collections. Des institutions comme les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui ont été fondés par Bonaparte en 1801, ont aussi une histoire. Lorsque Bonaparte crée le musée, c'est d'abord les saisies révolutionnaires qui se trouvent sur place. De là, la collection va s'étoffer pour accompagner l'Académie des Beaux-Arts. Elle est d'abord uniquement accessible aux étudiants. Et puis, ça devient un grand musée national, montrant que la Belgique n'est pas née en 1830 et qu'elle n'est pas un accident de l'histoire, comme beaucoup de politiques aujourd'hui essaient de la remettre en activité, mais qu'elle est le fruit de la création des États bourguignons et qui a donc une conscience, une identité. Et donc, on crée ce musée avec l'idée qu'on rentre dans une sorte de machine idéologique où on entre avec les primitifs flamands et on ressort avec la création actuelle belge qui montre que la Belgique est grande, universelle et qu'elle est sortie du tombeau. Ça, c'est pour l'histoire. Ça, c'est pour l'histoire. Mais la création contemporaine fait partie de cette histoire. Bien sûr.
Bon, c'est un dossier quand même épineux parce qu'effectivement, là, on vient de dire, il y a un problème presque, le confinement, etc. Ça complique encore les choses. Enfin, vous héritez quand même d'un gros blocage. Donc, on a cité Elke Sleurs, on peut citer Zueldemir qui a succédé à la tutelle, donc politique scientifique. C'est compliqué tout ça? C'est compliqué, mais c'est ce qui fait la beauté du job. Si on faisait que des choses simples, on ne ferait pas ce métier. Bon, ça, c'est des phrases. Je pense que ce qui est important, donc on reviendra après sur les impacts coronavirus, mais sur ce dossier des collections d'art moderne, c'est de dire, et il faut féliciter les équipes, c'est que quand on donne l'image, et vous l'avez fait 2-3 fois depuis le début, les archives dorment dans les caves, ou les collections dorment dans les archives ou dorment dans les caves, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que notamment le travail de Michel Draguet et ses équipes font des expositions. On a eu Bimoderne, maintenant on a Alechinsky, il y a ce qui est montré dans le musée Magritte, etc. Et on a presque jamais peut-être autant vu, je ne sais pas si c'est une circonstance par rapport à un concours de circonstances, mais on a presque jamais autant parlé de ces collections d'art moderne depuis, je sais pas, les 6 derniers mois avec les collections. Sauf Thomas Dermine qu'on ne peut pas les voir. Quand on veut, il faut attendre. Tout à fait. Et donc, ça c'est tout. Donc, je pense qu'il faut si je peux me permettre, c'est pas juste ce que vous dites. Parce que quand on a décidé de transformer le musée, la dernière année, 2010, on a chiffré le nombre de visiteurs qui descendaient quand même dans cet endroit bizarre où on vous amène au moins 8 le fameux ascenseur que tout le monde connaît. L'art du XXe siècle. Et on était arrivé à 2700 visiteurs sur l'année. Alors à un moment donné, moi je veux bien qu'on ait des grands débats, mais enfin ça représentait 2700 visiteurs sur l'année. Et après, c'est devenu un véritable débat parce que finalement, quand on ne donnait plus la possibilité de le voir en permanence, je vous rassure aussi, on ne décrochait pas, on ne réaccrochait pas, les œuvres ne tournaient pas. Mais ça veut dire que ça n'intéressait plus personne? Ces collections n'intéressent personne? Je pense que personne ne descend au moins 8. Oui. Ça, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a c'est qu'il ne faut pas dire qu'on ne les voit pas, parce qu'elles tournent aujourd'hui. 2, je pense que ce qu'il faut réfléchir, et le travail est en cours, c'est de pouvoir présenter de façon moins chronologique certaines expositions pour pouvoir réinsérer. Ça, c'est votre. Et troisièmement, je pense que c'est ça que c'est intéressant d'avoir la discussion avec M. Goldstein qui est ici, c'est de dire effectivement c'est un patrimoine qui appartient à l'ensemble des Belges. Et l'objectif, c'est qu'il soit le plus visible, le plus vu, le plus apprécié, le plus étudié. Et donc, pourquoi pas, dans le cadre d'échanges temporaires, Est-ce que le fédéral peut travailler avec la région, alors, sur ce dossier-là, maintenant, aujourd'hui? Parce que ce n'était pas le cas jusqu'ici, quand même. Pourquoi il ne pourrait pas? Je sais pas. Moi, en tout cas, il y a une ouverture certaine à mon niveau pour que les institutions qui concourent au même objectif de politique publique, c'est-à-dire rendre des trésors nationaux visibles par la population, qu'elles travaillent ensemble pour, finalement, réaliser cet objectif qu'elles partagent. Il y a eu un attentisme calculé de la part de vos prédécesseuses ou pas, on peut dire ça comme ça? Une différence de vision, certainement. Après, il faut regarder vers l'avenir. Et en tout cas, je pense que l'objectif ici, c'est de rendre un maximum ces collections visibles pour les citoyens. Vous l'avez vécu comment, vous, du côté de Canal, ce blocage? Je l'ai connu d'abord dans ma vie d'avant, dont vous avez parlé en introduction, puisque Michel parlait d'un accord avec la ville de Bruxelles. Il y avait même un accord entre l'État fédéral, un pré-accord entre l'État fédéral, la ville de Bruxelles et la région pour un redéploiement des espaces muséaux Mont des Arts Canal, entre guillemets, qui visait plus largement d'ailleurs aussi à modifier l'affectation du Holding Land, à le faire à terme descendre au musée des instruments de musique vers le Van der Borch, le jour où Canal serait prêt pour faire passer les collections d'art moderne et contemporain du Van der Borch à Canal éventuellement. Qu'est-ce qui a bloqué alors? C'est ce qu'on a dit tantôt. Il y a eu dans les médias et même au Parlement, je me souviens comme ça, de manière assez brute, entendre Elke Sleurs déclarer à la tribune de Parlement qu'on ne mettait pas d'art dans un garage et fermait dès lors toute porte à une discussion avec le pouvoir régional sur le travail qui avait été entamé en 2013-2014 sur justement le redéploiement des collections de manière bien entendue entre différents acteurs qui souhaitaient aussi la force artistique et culturelle de Bruxelles, parce que je pense qu'il y a peut-être une part de calcul politique, il y a peut-être une part de calcul artistique, mais il y avait aussi une part de calcul très nationaliste. On sait très bien, et je crois que Michel le sait aussi très bien, qu'il y avait dans les cartons de la NVA au fédéral aussi l'idée de pouvoir disséminer, pas seulement dans Bruxelles, mais à travers le pays, les collections d'art moderne nationales, principalement vers des musées flamands, et que donc il est aussi important, et c'est là où la région avait son rôle à jouer, et à travers l'initiative Canal et à travers des partenariats qu'il est toujours important de nouer, de bien montrer le statut de capitale de Bruxelles et l'importance qu'il y a à Bruxelles des musées nationaux, en tout cas des musées qui parlent
à l'ensemble des Belges. Dominique Vautier, vous êtes inquiète pour ces œuvres ou pas? Oui, dites-moi. Oui, je suis un peu inquiète. Mais il y a des tas de sujets qui m'inquiètent un peu. La bourse Palais de la Bière, alors que ça aurait été un magnifique musée de la sculpture 19e. On va se reprocher. Prochain débat. Bon, alors, dans les 20 000 œuvres dont nous parle quand Thomas Michel Dermin dit Draguet, qu'on les voit, ces œuvres, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, vraiment. On ne les voit pas suffisamment. Non. Il y a trop de choses dans les réserves. Quand on voit d'ailleurs la taille de ce vieux catalogue de 1984, Michel me dit non, ça c'est obsolète, tout est sur... Mais bon, vous voyez le volume. Ça, c'est l'art ancien. Ouais. Et l'art ancien... Combien est exposé? Enfin, un tiers, 2/3 est exposé? Michel Draguet? Non, pas du tout. Moins de ça? Mais attendez, il faut quand même... Il n'y a aucun musée au monde qui expose son catalogue raisonné. Le Centre Georges Pompidou, c'est 120 000 œuvres, il y a 1% qui est au CIMES, et il y a 10% qui se trouvent en dépôt dans les régions, ce qu'en Belgique, on n'ose pas trop faire parce qu'on n'est pas certain de pouvoir les récupérer un jour. on les garde à Bruxelles. Et il y a environ 10% qui se trouvent mobilisés pour des expositions temporaires. Nous, on a, grosso modo, dans le parcours tel qu'il est aujourd'hui, on a entre 5 et 10% de la collection qui est visible. C'est suffisant pour vous? D'art ancien? Non, de toute la collection. 5 ou 10%. Non, ça vous satisfait pas, Dominique Vautier, en tant qu'historien de l'art? Pourquoi c'est si important de voir ces œuvres? Il faut plus de place puisqu'on les a. Autant les montrer. Moi, je vois chez nous, quand on organise des expositions, le bonheur des gens qui voient enfin des œuvres qu'ils n'avaient plus vues. Enfin, les collections privées, c'est différent. Ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. D'accord, mais où les mettre? En préparant l'émission, vous m'avez parlé de Belgacom, par exemple. Où les mettre? Justement, moi, donc le fameux bâtiment Belgacom, puisque... Ça fait sourire tout le monde un peu. Mais ça fait sourire. C'est la tour. Non, c'est tout le pâté. Ta chaîne, la rue Lebeau, la rue de la Paille. Oui, la rue Lebeau, oui. Et ça, ce serait une bonne piste pour vous? Pour moi, c'est la piste idéale. Parce que c'est un bâtiment qui est vraiment bien conçu. Tous les architectes qui travaillaient pour la RTT étaient de bons architectes. À l'intérieur, c'est du béton brut. Si on enlève les faux plafonds... D'accord. On va pas faire tout le... Il nous reste 3 minutes. 3 minutes 3 minutes d'émission, oui, ça passe très vite. Alors... Thomas Dermin, ce serait une bonne piste, ça, pour vous? Tout peut être étudié. Après, un bon architecte des RTT fait peut-être un bon bâtiment de RTT, mais je ne suis pas certain nécessairement qu'il fasse un bon musée. Donc, tout peut être étudié, tout en sachant qu'on a déjà beaucoup de surfaces et que moi, en tant que gestionnaire des surfaces fédérales, un premier enjeu est déjà de s'assurer du maintien et de la valorisation de son propre patrimoine. On parle de le démolir. On parle de 50 chantiers au Sablon, le dernier quartier qui vit encore un petit peu culturellement et qui est juste à côté de votre musée. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même ce qui existe aussi. Il y a quand même un problème de financement fédéral. Thomas Dermin, attends 2 petites secondes. Il y a des bâtiments. On a parlé de la façade de Beaux-Arts rue Royale, la tour japonaise, le pavillon chinois, etc. Est-ce que vous êtes suffisamment financé? Enfin voilà. Tout à fait. C'est un enjeu essentiel. On est un département qui fait l'objet d'un définancement chronique. On essaye d'inverser la tendance, que ce soit avec des recettes additionnelles pour les dommages spécifiques du Covid, notamment en faisant appel à la provision du Corona. Et puis, on va entamer toute une série de grands projets qui visent à finalement inverser cette tendance, notamment dans le cadre de la relance, notamment au niveau du cinquantenaire, où il y a des défis d'infrastructure. On ne fera pas tout, il ne faut surtout pas mentir ou faire des fausses promesses, mais on va en tout cas faire certains grands projets. Bon, on retient ce que vous avez dit, et ça peut éventuellement aller du côté de Canal aussi, les offres, selon vous? Les œuvres du fédéral? En tout cas, il ne faut pas se fermer parce que l'objectif de politique publique est le même. Montrer les collections aux citoyens parce qu'elles leur appartiennent. Merci beaucoup, c'est rapide, il y a plein de choses à dire. Je signale quand même, il nous reste 30 secondes pour signaler une exposition. C'est où cette exposition, très rapidement? À l'Association du patrimoine artistique rue Charles-Ansens. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.